Bonjour à tous, merci d'être là sur le webinaire. Donc je suis Anne-Marie Laury, je suis, éleveuse de bovins en Nord-Loire-Atlantique et coprésidente du groupement des agriculteurs bio de Loire-Atlantique. Donc nous, dans le cadre d'un financement, du programme national pour l'alimentation, nous travaillons à la mise en place de conditions favorables à l'émergence d'ordonnances vertes. En fait, en tant que producteur bio, on est très sensible, bien sûr, à la question des pesticides parce que déjà pour nous, en tant que producteurs et pour nos salariés, si on a choisi l'agriculture biologique, c'est pour ne pas s'exposer nous-mêmes ni nos salariés. Mais bien sûr aussi, nous souhaitons ne pas exposer, les personnes qui mangent nos produits, donc aux pesticides. Et donc là, en fait, quand voilà, on a pris connaissance de ce qui était, initié par l'association des médecins, en lutte contre les pesticides, on a souhaité travailler le sujet et puis aussi parce qu'ici en Loire-Atlantique, on a la chance que le sujet soit aussi un peu travaillé par le CHU de Nantes. Donc, je remercie les différents intervenants, donc Pierre-Michel Perrineau de la MLP, Bertrand Isidore du CHU de Nantes, Stéphanie Tellier, sage-femme au CHU de Nantes qui travaille déjà beaucoup la question, et puis aussi Michael Derangeon, vice-président d'Atlantico, et Chloé Girardot-Moitié qui font déjà un énorme travail sur la question des pesticides dans le département et qui participent à ce webinaire. On va commencer voilà, les présentations pour que vous ayez envie et sachiez comment mettre en place des ordonnances vertes dans vos collectivités. Ce soir, c'est un focus collectivité. Donc, c'était pour le public élu et salarié des collectivités, des communes ou des EPCI. Et donc, on va commencer par une présentation justement de Bertrand Isidore et Stéphanie Tellier qui sont avec moi dans la salle sur environnement et santé périconceptionnelle avec un focus sur les pesticides et l'alimentation. Ensuite, on va poursuivre par Anne-Marie et moi sur un focus sur l'agriculture bio dans le département de Loire-Atlantique. Et ensuite, ce sera le tour de Pierre-Michel Perrineau, président de la MLP, comme le disait Anne-Marie, qui prendra la parole sur le dispositif des ordonnances vertes pour essayer de montrer un peu quels sont les enjeux de ce dispositif, comment le mettre en place, et notamment quelles sont les responsabilités pour les collectivités. Et on finira par un petit état des lieux de où on en est dans le 44 avec ce dispositif. Si vous avez des questions, je ne l'ai pas rappelé, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à lever la main ou à les écrire dans le chat. Il y aura des temps dédiés pour y répondre après chaque présentation. Donc bonsoir, je me présente rapidement, je suis sage-femme au CHU de Nantes à la maternité. J'ai été formée premièrement par WECF pour animer les ateliers santé auprès des futurs parents et des parents. J'ai pu aussi former un petit peu les professionnels de santé de la maternité. Et puis, j'anime aussi des ateliers sur le territoire. Et puis, un petit peu plus profondément, là, il y a 2 ans, j'ai suivi le DU de santé environnementale des universités de Bordeaux-Poitiers. Donc, en introduction, une petite citation de la Fédération internationale des gynécologues obstétriciens en 2015, qui disait déjà qu'on était en train de noyer notre monde dans des produits chimiques et le prix que nous payons en termes de santé reproductive est très préoccupant. Et donc, pour illustrer ça, c'est un petit graphique qui vous montre la concentration spermatique chez l'homme de 35 ans et son évolution au cours des années. Et donc, voilà, la diminution est drastique. Un autre petit bilan de santé publique, en 50 ans, quelques chiffres. Au niveau pédiatrique, une incidence des cancers de plus de 35%. La fréquence des troubles du neurodéveloppement chez l'enfant concerne un enfant sur 6. Des troubles du spectre autistique, un enfant sur 36. En ce qui concerne l'asthme, on a une incidence pédiatrique par 4. Ça reprend ce qu'on a dit juste avant, donc sur les troubles du neurodéveloppement, une personne sur 6 actuellement. Alors, la maladie, c'est admis maintenant au niveau scientifique, c'est un événement plurifactoriel et on parle d'exposome ou de déterminants de santé. Donc, à l'échelle d'un individu, on est soumis à différentes expositions. On est constitué bien sûr par notre génome, notre microbiote, mais à l'échelle individuelle, les habitudes de vie, les comportements ont un impact majeur et aussi dans l'environnement externe de l'individu en fonction de l'endroit où il vit, dans quelles conditions géopolitiques et dans quel contexte psychosocial. Tout ça, bien sûr, impacte la santé. Mais il n'en reste pas moins que l'alimentation, c'est le pilier de la santé humaine. Et Hippocrate le disait déjà il y a très longtemps, que ton aliment soit ton médicament. Alors, l'alimentation, voilà,
On, on mange plusieurs fois par jour, donc en termes de fréquence, voilà, c'est majeur. On connaît des régimes alimentaires qui sont protecteurs pour l'être humain. Et on connaît aussi les grandes lignes de l'alimentation défavorable pour la santé, notamment celle de la consommation excessive de produits animaliers, de la consommation trop pauvre en végétal, trop riche en aliments ultra transformés, sucrés ou gras, la consommation d'alcool. Donc voilà à peu près une assiette idéale. Et vous constatez, donc ça c'est des recommandations de Santé publique France, qu'elle devrait être constituée pour plus de la moitié de végétal, donc de fruits et de légumes. La part de produits animaliers ne devrait être que 15% euh, sur la semaine ou voilà, à peu près la répartition de l'assiette. Il y a une étude en France, l'étude Nutrinet Santé, qui a commencé à mesurer un petit peu déjà comment les Français mangeaient et les impacts de l'alimentation. Et donc, on sait bien que l'alimentation, c'est la principale voie d'exposition, notamment aux pesticides. Et on sait que la consommation d'alimentation bio, évidemment, protège de la contamination par les pesticides par ingestion. Alors ça, c'est un petit schéma que je trouve très représentatif. Vous avez à gauche le fruit en agriculture conventionnelle et puis à droite le même fruit en agriculture bio et le nombre de molécules détectables en fait en fonction de leurs conséquences. Et donc par exemple, une pomme en agriculture bio ne contient pas de molécules défavorables pour la santé, contrairement à une pomme en agriculture conventionnelle où il y a jusqu'à 32 molécules détectables et 3 qui peuvent être par exemple cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques. Toujours enfin ça c'est un rapport, un communiqué de presse de l'INSERM, et toujours issu notamment de l'étude Nutrinet en France, qui a montré qu'une consommation d'alimentation biologique protégeait l'individu de 25%, ça diminuait de 25% le risque de cancer. Et donc voilà, beaucoup de recommandations sont déjà voilà, données, et notamment la consommation de végétal, plus de légumineuses, moins de produits animaliers et d'aller le plus possible vers une alimentation biologique. Alors, en ce qui concerne la période des 1000 premiers jours, qui donc va de la période de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant, on sait maintenant clairement, je pense que tout le monde euh, et à connaissance de ça, le placenta n'est pas une barrière et donc différents micro-organismes et différents toxiques passent la barrière placentaire. On le sait pour la nicotine, on le sait pour l'alcool, les drogues et donc on le sait aussi pour d'autres substances chimiques comme les pesticides. Évidemment que la période des 1000 premiers jours est une période de vulnérabilité extrême. On commence très précocement par l'organogénèse. Ensuite, les organes vont maturer, vont grandir. Et puis, il y a toute une programmation métabolique qui se fait à cette période-là. Le développement du système immunitaire, le système endocrinien aussi qui est hypersensible pendant cette période. Alors, comment le fœtus va être exposé et puis l'enfant plus tard, pendant cette période des 1000 premiers jours, donc à travers le placenta, ensuite par l'allaitement, l'alimentation du jeune enfant, et puis contact main-bouche et ce qu'il va inhaler. Alors, cette imprégnation des femmes enceintes et du coup des bébés dès leur naissance, elle a été mesurée par l'étude ELF en 2011, des résultats qui sont parus en 2017. Et donc, sur des grandes familles de polluants, c'est vrai que ce sont toujours un petit peu les mêmes qui sont étudiés, mais donc vous voyez sur les perfluorés, les pesticides, ce qui peut être le plus intéressant, eh bien, dans 100% des sangs de cordon, ces molécules étaient à un taux détectable. Donc, pour les pesticides, notamment la famille des pyrétrinoïdes, voilà, tous les sangs de cordon détectaient des pesticides, ce genre de molécules, pardon, et 50% des sangs de cordon contenaient des pesticides organophosphorés qui sont donc utilisés notamment dans l'agriculture conventionnelle. Alors, il y a une autre étude française, je suis plus spécialiste des études françaises, c'est l'étude Pélagie qui a eu lieu en Bretagne et qui commence à paraître ses résultats, qui a étudié donc plus spécifiquement les conséquences des pesticides chez la femme enceinte et chez le jeune enfant. Et donc, on a déjà des résultats et on sait qu'il y a une incidence de la consommation notamment des organophosphorés
par la femme enceinte pendant le troisième trimestre de la grossesse, c'est associé à une diminution du poids et de la taille à la naissance. Et c'est aussi une augmentation du risque de prématurité. Euh, et donc ça, on retrouve ce risque de prématurité avec les concentrations prénatales plus élevées d'un métabolite du chlorpyrifos. Ensuite, un petit peu plus à moyen et long terme, on a aussi déjà des conséquences et des conclusions sur le risque augmenté de troubles du neurodéveloppement chez l'enfant et de maladies métaboliques à l'âge adulte. Et ça, comment ça s'explique? Par le concept de la DOAD, qui n'est pas encore assez connu, qui parle de l'origine de la santé et des maladies chroniques notamment, donc de l'adulte, pendant cette période de développement de l'enfant. En fait, pour schématiser et l'expliquer un petit peu plus facilement, euh, alors très schématiquement, c'est comme si le diabète de type 2 de l'adulte était un petit peu prédéterminé pendant cette période des 1000 premiers jours en fonction des expositions diverses dont le fœtus et le jeune enfant est soumis. Alors, c'est déjà très clair parce que pas mal de sociétés savantes ont émis leurs recommandations. Là, c'est le Haut Comité de santé publique en 2017 qui disait qu'il valait mieux privilégier des fruits et légumes cultivés selon des modes de production qui diminuent l'exposition aux pesticides. L'Académie nationale de médecine, là, récemment, en février 2025, qui recommande de favoriser l'accès aux produits bio. Donc ça, c'est pour l'adulte en général. Et puis, pour la période périnatale, ça, c'est une revue de la littérature scientifique, donc internationale, qui expose aussi et qui conclut à la fin et qui donne des recommandations également pour privilégier les aliments issus de l'agriculture biologique pour réduire l'exposition aux résidus de pesticides. Ça, c'est l'agence de l'ADEME, une agence française, qui montre que si on apprend, on éduque les gens, on les oriente pour suivre l'ensemble des recommandations de l'alimentation, donc comme on a dit tout à l'heure, plus de végétal, plus de légumineuses, moins de produits animaliers, eh bien, ça permet d'équilibrer complètement le caddie et de pouvoir aller facilement vers plus de produits biologiques. Alors, voilà, pour rappeler et ce qu'on partage en atelier avec les parents, c'est sûr que la grossesse, la période de la petite enfance, c'est une période certes de vulnérabilité extrême, mais aussi d'opportunité unique, parce que c'est la période où on veut faire au mieux pour son enfant. Et c'est une période qui a été montrée comme étant privilégiée pour motiver et aider au changement de comportement. C'est ce qu'on aide, ce qu'on fait pendant les ateliers santé qu'on propose à la maternité et qui sont proposés ailleurs aux futurs parents et aux jeunes parents. Oui, je vais poursuivre. Donc, moi, je suis médecin généticien, je suis responsable de l'unité de génétique clinique au CHU de Nantes. Alors, je vais un peu vous expliquer un peu ce que je vais faire là-dedans. Euh, en tant que généticien, je suis aussi responsable d'un centre de référence pour les anomalies de développement. Donc, c'est surtout les malformations congénitales. Et on intervient en tant que généticien afin d'essayer d'en déterminer la cause. Alors, essayer d'en déterminer la cause, ça ne veut pas dire de dire que c'est génétique de façon systématique. Et pour nous, c'est très utile de connaître ce qu'on appelle les diagnostics différentiels, c'est-à-dire les autres causes qui ne sont pas génétiques, qui peuvent être responsables aussi de malformations. On intervient à ce niveau-là, soit euh, en préconceptionnel, parce ça arrive qu'on voit des couples avant d'avoir un enfant, soit pendant la grossesse, soit donc le plus souvent après. Juste pour vous expliquer un peu plus en détail notre application, je voulais revenir sur cet article qui finalement m'a fait un peu découvrir le lien entre ces pesticides et différentes malformations, parce que du coup, je n'étais pas forcément informé de ça moi-même il y a, on va dire, 2 ans environ. Le docteur Sylvain Chameau a mis en place une consultation dédiée aux pathologies pédiatriques en vue de monter un dossier pour une indemnisation pour les parents lorsqu'il met en évidence une exposition professionnelle des parents aux pesticides. Alors, moi, je n'étais pas du tout au courant de ça et j'ai un peu du mal à comprendre cette démarche. Donc, je me suis renseigné auprès de lui directement. Et donc, lui, il m'a expliqué en fait, sa démarche a reposé sur des données scientifiques. Et donc, il y a un rapport de l'INSERM de 2021, mais il y en avait un autre de 2013
qui déjà exposait le lien, en tout cas la présomption forte d'un lien entre différents problèmes de santé et l'exposition in utero aux pesticides. Donc, je reviendrai là-dessus. Il m'a expliqué aussi, c'est que il existe depuis, je crois, c'est 2020, 2021, la création par une loi de financement de la sécurité sociale d'un fonds d'indemnisation pour les victimes de pesticides, alors qui est plutôt demandé par des agriculteurs qui sont eux-mêmes atteints de différentes pathologies, type Parkinson ou cancer. Et donc, euh, maintenant, ce qui serait possible, c'est euh, d'orienter les couples ayant un enfant atteint et une exposition professionnelle vers ce fonds. Et vous savez peut-être que la première femme à avoir été indemnisée, c'est une femme nantaise, fleuriste, qui a malheureusement perdu sa fille d'une leucémie. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui n'était pas clair pour moi, c'est que il ne cherche pas à démontrer une causalité entre l'exposition aux pesticides et le problème de santé. Donc, cette petite fille, il n'y a aucune preuve qu'elle soit décédée des pesticides. Mais comme il y a une présomption d'un lien établi par la science, et notamment par l'INSERM, entre une exposition in utero aux pesticides et sur une leucémie, cette femme a pu être indemnisée. C'est un peu sur le même principe, si vous voulez, que des ouvriers qui travaillent en contact avec l'amiante et qui développent un cancer pulmonaire, ils vont être indemnisés au titre d'une maladie professionnelle, quand bien même leur cancer pulmonaire peut être lié au tabac. En complément de ce qu'a dit Stéphanie, je voulais juste présenter quelques études. Alors, il y en a des centaines et des centaines. Alors, bien sûr, je ne peux pas tout vous montrer. Donc, j'ai choisi celles qui me paraissaient les plus importantes, les plus récentes. Et puis après, je vous présenterai le rapport de l'INSERM qui me paraît le plus éloquent. Ça, c'est par exemple une étude focalisée sur l'alimentation. Deux groupes de femmes ont été comparés, donc des femmes enceintes suivant leur alimentation, soit une alimentation donc type western, voilà, c'est-à-dire une alimentation riche en produits sucrés, gras, ultra transformés, versus une alimentation plus riche en végétaux. Et donc, je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Ouais. Donc là, vous voyez, ça correspond à l'alimentation variée. Et le risque de troubles du neurodéveloppement n'est pas augmenté, pas le risque. Plus élevé en tout cas que la population générale. Par contre, pour les femmes ayant une alimentation, donc là, type western, eh ben, le risque de troubles du neurodéveloppement, de troubles de l'attention, d'autisme, il est multiplié, vous voyez, entre 1,3 et 2,5 à peu près, on va dire 3. Étude qui a été publiée aussi dans une grande revue scientifique, Science, et qui est assez impressionnante par sa méthodologie. Donc, elle a consisté à étudier une cohorte de 1800 mères suédoises, chez lesquelles il y a eu des dosages sanguins et d'urine pendant toute la grossesse, et ensuite d'étudier le devenir des enfants. Et ensuite, ils ont essayé de repérer un lien statistique entre différentes molécules qui étaient dosées et un risque accru de troubles du neurodéveloppement. Et en faisant ça, ils ont identifié un cocktail de 14 molécules qui exposait à un risque le plus élevé de troubles du neurodéveloppement. Et donc, parmi ces molécules, il y a le bisphénol A, des phtalates, donc des dérivés du plastique, des PFAS et différents pesticides. Et donc, ils ne se sont pas arrêtés là, parce qu'ils ont, du coup, ce cocktail, ils l'ont exposé in vitro à des précurseurs neuronaux. Et ils ont montré que c'était responsable d'une régulation de gènes déjà connus pour le neurodéveloppement. Et en plus, ils ont utilisé deux modèles animaux différents, un modèle de poisson zèbre et un modèle de grenouille. Et sur les deux modèles, ils ont montré que de façon très significative, il y avait un effet sur le développement neurologique et sur les dosages aussi hormonaux. Alors, il y a beaucoup d'autres études qui vont dans ce sens-là, mais celle-là me paraissait assez éloquente. Je vous disais, moi, j'ai pris connaissance assez récemment de ce rapport de l'INSERM. Dans ce rapport, il est établi que, je vous l'ai mis fait une copie, hein. L'exposition prénatale aux pesticides expose un risque accru de mort fœtale, de malformations congénitales, notamment de fente labiopalatine, et de cancer, et donc de leucémie et tumeur cérébrale. D'autres choses qui étaient connues aussi, c'est l'hypospadias, donc c'est les malformations de la verge, et aussi troubles du neurodéveloppement. Voilà, donc pour résumer, donc, ce que je vous disais, donc, le lien avec une présomption forte d'un lien entre exposition maternelle aux pesticides et des pathologies, c'est donc les pathologies décrites là, ici, leucémie, tumeur cérébrale, hypospad,
les fortes adiopalatines et les troubles du neurodéveloppement. Parce que donc ça, c'est l'INSERM, mais récemment, l'ANSES a publié une alerte suite à une publication d'un article chinois qui faisait un peu la même chose que ce que je montrais dans l'article précédent, c'est-à-dire les dosages d'un pesticide, des pyrithroïdes, chez les femmes enceintes, et ensuite qui évaluaient le neurodéveloppement. Et ils ont montré qu'il y avait une corrélation entre le taux de pesticides chez les femmes enceintes et le neurodéveloppement des enfants. Dernière publication, c'est parce que apparemment, pendant très longtemps, ce qui avait été dit, c'est que c'était pas possible que ces pesticides aient un rôle sur le neurodéveloppement parce qu'ils passaient pas la barrière hémato-encéphalique. Sauf que là, il y a une étude de 2022, une équipe suisse, où ils ont fait des dosages de pesticides chez 14 enfants chez qui il y avait une ponction lombaire pour différentes raisons. Et ils ont trouvé des pesticides chez 13 sur 14. C'est pas le sujet directement de la visio de ce soir, mais je voulais juste parler rapidement des plastiques, parce que c'est sûrement un sujet à venir, malheureusement. Donc, vous savez qu'on en mange, on en inhale, qu'il y a une étude aussi récente qui montrait qu'il y en a, on en retrouve dans toutes les eaux de boissons, que ce soit du robinet ou eau minérale en plastique, et que ça se dépose partout dans l'organisme. Et là aussi, ce qui était dit, c'est que ça passait pas dans le cerveau, mais il y a un papier dans Nature, aussi une grande revue, qui montre qu'on en retrouve euh, chez, dans des modèles murins. Donc ça passe dans le cerveau chez la souris et chez l'homme aussi. Donc ça, c'est là aussi un papier récent où ils ont fait des dosages de plastique à partir de cerveaux de personnes décédées. Et ce qui montre, c'est que, je sais pas si ma flèche, j'arrive pas à la voir. Ma flèche a disparu. Enfin bon, vous voyez en bas dans le diagramme, c'est que c'est les dosages par personne en fonction des années et puis en ordonnée les quantités. Vous voyez que les dosages sont croissants sur 20 ans. Et au-dessus, voilà. Là, vous voyez qu'il faut changer d'échelle pour arriver au-dessus. Et là, c'est les cas de personnes décédées atteintes de démence. Et donc, ces personnes-là, on trouve des taux de plastique à peu près 5 fois plus élevés que les autres personnes. Donc, ça ne veut pas dire que c'est directement la cause, mais c'est quand même intriguant. En tout cas, ça passe dans le cerveau aussi. Et là aussi, un article très récent, parce que tous ces produits ont une toxicité cardiovasculaire. Donc ça, c'est un papier du New England Journal of Medicine, très récent, qui montrait qu'on retrouvait aussi dans les artères des particules de plastique. Et là, c'était aussi de façon très fréquente, c'était plus de 75% des personnes chez qui ils ont fait ces analyses. Et en plus, le fait d'avoir un taux de plastique élevé au niveau artériel, c'était dans cette étude le facteur principal de mauvais pronostic et notamment de récidive de pathologie cardiovasculaire. Et donc pour revenir sur la période, on va dire, conceptionnelle et la grossesse, donc les phtalates, les dérivés du plastique, il y a une étude qui suggère un lien avec la prématurité et une autre sur un retard de croissance intra-utérine. C'est un autre type de molécule qui est souvent dérivé des pesticides, ce sont les PFAS, ces polluants éternels. Et là, il y a aussi un papier récent de l'équipe de Grenoble qui travaille sur le sujet, qui montrait qu'on en retrouvait dans le placenta et qu'il y avait une corrélation entre le taux de PFAS et le poids placental. Alors tout ça, ça concerne la femme, et je vais dire deux mots par rapport à l'homme, parce que c'est pas du tout exclu que l'exposition paternelle ait elle-même un rôle. Et ça a déjà été montré pour le tabac, l'alcool, l'obésité, certains médicaments, que l'exposition paternelle peut elle-même être responsable d'anomalies de développement embryonnaire, ce qui est quand même pas une évidence. Et ça avait déjà été suggéré par des études observationnelles qui montraient qu'on retrouvait plus de malformations, ce qu'on appelle les anomalies de fermeture du tube neural, ce qu'on appelle spina bifida, chez les agriculteurs masculins donc exposés notamment aux pesticides. Et pour revenir sur les médicaments, très récemment, l'Agence nationale de sécurité des médicaments déconseillait les hommes de prendre la dépakine. Donc c'est bien connu pour les femmes, mais par contre, c'est pas du tout connu, enfin, c'est moins connu pour les hommes que un homme qui prend ce traitement a un risque accru d'avoir un enfant avec des de développement. Et pour l'alcool aussi, c'est une reconnaissance récente, parce que oui, c'est une recommandation de l'HAS de 2025 de déconseiller
la consommation d'alcool par les hommes. Donc, juste pour l'historique, c'est intéressant, c'est que la description du syndrome d'alcoolisme fœtal, ça a été décrit par un pédiatre nantais, Paul Lemoine, qui a publié ça dans l'Ouest médical en 68. Et ensuite, c'était montré que l'alcool avait un effet quantitatif sur la spermatogénèse. Mais il y a aussi des études plus récentes, vous voyez 2023, qui ont montré que certes, la consommation maternelle a un effet sur le développement cérébral en mesurant le périmètre crânien la progéniture, mais c'est aussi montré de façon forte que l'exposition paternelle, hein, dans ce modèle-là, a aussi un effet sur le développement cérébral euh, des souriceaux. Donc, c'est juste pour dire que, certes, la femme est exposée pendant la grossesse, mais sûrement aussi avant. Et ces anomalies de développement qui surviennent très tôt, finalement, idéalement, ça serait mieux de prévenir avant la conception, mais aussi probablement les hommes. Et ça, Stéphanie nous en a parlé, c'est pas nouveau. Et il y a déjà eu, vous voyez, c'était en 2015, un appel des gynécologues, une fédération internationale de gynécologues, disant qu'il y avait quand même des preuves scientifiques très robustes entre l'exposition orientale à ces substances et un effet sur la reproduction et de embryonnaire, et qui plaidaient pour des politiques de prévention euh, environnementale. Alors, ça commence à émerger. Ok, donc juste, je finis. Ça commence à émerger et l'HAS prend note. Et il y a un groupe de travail en cours sur la santé préconceptionnelle. Et donc, voilà, ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, mais ce qu'a montré Stéphanie, c'est que, vous voyez, les femmes enceintes, elles sont exposées, comme nous tous, à ces polluants environnementaux. Et l'étude d'ELF, elle montrait que c'est 100% des femmes chez qui on fait des dosages, chez qui on retrouve des pesticides. Deuxièmement, qu'il y a un niveau de preuve élevé d'un risque accru de développement de cancer en cas d'exposition in utero à ces polluants. Et que dans tout ça, l'alimentation a un rôle majeur. Donc, nous, quand on sait ça, ce qui nous apparaît évident, c'est qu'il faut prévenir les femmes et les hommes et le plus tôt possible. Donc ça, c'est juste ce qu'on essaye de faire à Nantes. Et donc Stéphanie m'a fait des ateliers. On essaye de mettre en place un réseau professionnel comme ce qui a été fait à Amiens. Il y a eu une première journée sur l'environnement et palatine en mai. On a établi, grâce à l'aide du département, un flyer pour faire connaître ces recommandations préconceptionnelles. Et puis donc, il y a ce projet d'ordonnance verte dont on parle ce soir. Rapidement, c'est pour vous dire que on essaye de diffuser un texte incitant à développer ces ordonnances vertes, donc mis en place à Strasbourg. Et donc, ce texte, il est déjà signé par plus de 600 soignants et scientifiques nationaux. Donc, peut-être qu'on pourra en dire deux mots à la fin. Donc, c'est une tribune qui doit être signée, enfin, qui peut être diffusée aux professionnels de santé pour être signée et qui sera à terme, justement, sortie dans la presse. Donc, charge à moi maintenant et à Anne-Marie de prendre la suite là pour ce webinaire et d'embrayer sur l'agriculture biologique face à tout ce qui a été là annoncé, comment on met des choses en place pour répondre à ces enjeux. Et donc, on voulait vous rappeler un petit peu dans un premier temps comment l'agriculture bio pouvait être une des solutions pour répondre à ces enjeux. Et je te laisse la parole, Anne-Marie, à ce propos. Moi, je voulais juste vous rappeler les principes de l'agriculture biologique. Donc, c'est de ne pas utiliser de produits chimiques, c'est-à-dire ni pesticides ni engrais chimiques. La diapo, là, vous voyez tout ce que la réglementation bio interdit. Donc, c'est essentiel. Enfin, je pense que vous connaissez tous le principe de l'agriculture bio, c'est-à-dire que c'est ne pas utiliser d'engrais chimiques ni de pesticides, ni d'OGM aussi, mais ça, c'est un autre sujet. C'est la seule réglementation en fait certifiée par un cahier des charges donc issu d'un règlement européen, un cahier des charges qui est contrôlé au moins une fois par an. Je le dis parce que parfois il y a des allégations sur des emballages, etc., qui parlent de moins de pesticides ou d'agriculture raisonnée, etc. Tout ça, ce sont les autres appellations ne sont pas du tout contrôlées par des organismes certificateurs et pas, en tout cas, par des organismes agréés par l'État. La bio est le seul label
au niveau des produits chimiques qui est certifié par un organisme agréé par l'État. Je voulais, c'est écrit en tout petit là à gauche, bio différent de local, mais pour moi c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'un produit local conventionnel, en fait, amène autant de pesticides qu'un produit conventionnel acheté en grande surface. C'est-à-dire qu'acheter un produit local ne garantit en rien qu'il soit meilleur pour la santé. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a souvent une confusion entre bio et local, et en fait, ça n'indique. Enfin, un produit peut être bio et local, mais en fait, il faut surtout qu'il soit bio, en fait, pour qu'il soit indemne de résidus de pesticides. Voilà. Donc, je voulais surtout insister là-dessus, mais voilà, et rappeler que voilà, 50% au moins des produits alimentaires conventionnels contiennent un résidu de pesticides, que les pesticides, on les ingère essentiellement par l'alimentation, ça a déjà été dit tout à l'heure, 20% par l'air et 5% par l'eau. Alors 5% par l'eau, c'est parce qu'elle est dépolluée. Et en fait, le problème là, c'est que ça coûte très cher de dépolluer l'eau et qu'on arrive aussi à des impasses techniques. Mais Mickaël Derangeon est plus à même que moi pour expliquer tout ça. Mais en fait, on oublie souvent cette donnée-là, c'est que les pesticides, on les ingère par l'alimentation si on ne mange pas bio. Voilà. Et donc, sinon, au niveau nutritionnel aussi, que les produits bio contiennent plus de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, d'anti-inflammatoires, d'oméga 3 et moins de cadmium parce qu'on n'utilise pas d'engrais chimiques phosphatés et moins de nitrates aussi. Voilà. Donc, voilà, je vais m'arrêter là parce que on a d'autres choses à dire aussi. Camille va parler de l'agriculture bio dans le département. L'idée des ordonnances vertes, vous devez à peu près tous être au courant, c'est de proposer des paniers de légumes, la plupart du temps aux femmes enceintes. Et donc là, on voulait vous montrer aujourd'hui quelle était l'offre sur le territoire, sur le département en agriculture bio. Donc là, il y a 87 000 hectares de surface bio en Loire-Atlantique. Ça représente à peu près 21% des surfaces qui sont bio. Euh, Par opposition aux surfaces en agriculture conventionnelle. Il y a à peu près 1400 fermes bio en Loire-Atlantique. La part des fermes du département et 29% des fermes du département qui sont engagées en bio. Les types de production là sur le 44, majoritairement c'est les surfaces et cultures fourragères, donc pour l'alimentation animale. En deuxième pourcent, c'est les PAM, les plantes à parfum aromatique et médicinal. Juste avant, il y avait aussi les grandes cultures. Et vous voyez, pour ce qui va concerner les ordonnances vertes, c'est les légumes qui sont là, avec 285 fermes qui produisent des légumes dans le 44. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ces données-là, sachez qu'elles sont visibles sur le site de l'Agence Bio et ça vous permet d'avoir aussi un affichage plus précis par EPCI aussi si vous voulez voir plus particulièrement sur votre territoire comment se porte l'agriculture bio et quelles sont les productions principales. Les produits bio locaux disponibles, j'ai un peu commencé à le dire avec le diagramme précédent. Vous allez retrouver dans le 44 de manière assez accessible en local des productions animales, donc la viande, les produits laitiers. Ce qui nous intéresse particulièrement, les fruits et légumes, et puis aussi dans certains dispositifs d'ordonnance verte, on retrouve parfois des céréales, des légumineuses. Le petit focus sur la filière maraîchage, à peu près 20% des fermes en bio du 44 font du maraîchage. Donc à droite, j'en étais là, le focus sur la filière maraîchage, à peu près 20% des fermes bio font du maraîchage. Donc ça laisse une assez grande possibilité d'approvisionnement pour vos paniers d'ordonnance verte. Avec une structuration de la filière maraîchage qui est quand même bien avancée en Loire-Atlantique. Il y a un certain nombre de collectifs de producteurs qui existent, comme Bio Loire-Océane. Il y a plus de 120 AMAP sur le département. Il y a des outils de commande et de livraison tels que Manger Bio Pays de la Loire, le kiosque paysan, qui sont déjà structurés en fait pour approvisionner les citoyens en produits biologiques. Et nous, à l'échelle du GAP 44, on travaille aussi avec des groupements de maraîchers, donc soit en Erdre-et-Gèvres, autour de Nantes et aussi dans le Pays de Ré, des maraîchers qui se structurent pour approvisionner la restauration collective et ou l'aide alimentaire. Donc pourquoi pas leur permettre à terme, si ça les intéresse, de fournir des paniers de légumes pour les femmes enceintes.
J'en ai fini. Je vais passer la main à Pierre-Michel Perrineau. Bon. Avant d'afficher ta présentation, dans les grandes lignes, qu'est-ce que le dispositif d'ordonnance verte? Ce qui est important de savoir, c'est il nécessite l'implication de différentes formes, différents acteurs, les acteurs de la santé, les citoyens, les foyers avec les femmes enceintes, les couples qui attendent un enfant, les fermes bio locales et les collectivités, sans lesquelles, la plupart du temps, il est assez difficile de mettre en place un dispositif d'ordonnance verte. Le dispositif d'ordonnance verte, on appelle ça ordonnance verte parce que c'est sur prescription médicale que des femmes enceintes peuvent avoir accès à des paniers de produits bio offerts ou à prix réduit, souvent de manière hebdomadaire. Euh, En contrepartie, les femmes enceintes doivent participer à des ateliers, les ateliers nesting dont parlait tout à l'heure euh, Stéphanie, et ou des ateliers cuisine. Voilà. Je vais mettre ton diaporama, Pierre-Michel. Tu peux peut-être te présenter en attendant. Ok, donc je suis Pierre-Michel Perrineau, je suis le président d'Alerte des médecins sur les pesticides, qui dans 8 jours va changer de nom, qui s'appellera Alerte médicale sur les pesticides, puisqu'en fait, comme le nom précédent ne le traduisait pas, on est ouvert aux sages-femmes, aux infirmiers, infirmières, pharmaciens. Voilà, donc il était temps qu'on change de nom. Euh, ce que je vais vous rapporter là, donc c'est pour essayer de, finalement, c'est les ordonnances vertes en pratique. Et c'est issu de l'expérience qui est partagée au sein d'un réseau ordonnance verte qu'on a mis en place il y a, je ne sais plus très bien, 1 an et demi à peu près. Ça s'est fait, euh, Ça s'est fait en avançant en fait. Non, tu peux rester sur la première diapo. L'idée, c'était de est venue assez rapidement, enfin, le besoin du moins de se rencontrer et de partager sur les expériences et les difficultés qu'on avait dans différents coins de France est assez vite venu. Et en fait, le réseau rassemble des gens qui essayent de porter les ordonnances vertes dans des grandes villes, à l'exemple de Strasbourg, mais également dans des toutes petites communes, comme dans mon coin où on n'est pas vraiment dans des grandes villes. Voilà. Donc le parcours, je ne reviens pas sur l'ordonnance, mais c'est important. L'idée, c'est qu'il y ait un professionnel de santé, peu importe lequel, qui prescrive ces ateliers d'information et la fourniture d'un panier bio. Pour nous, c'est vachement important que ce soit une prescription, parce que dans le public, les prescriptions sont importantes, et si le bio apparaît comme une prescription, ça doit bien vouloir dire quelque chose. Donc pour faire cette action de santé publique, on a évidemment besoin des agriculteurs bio. Alors comment ça va se passer en pratique? Euh, une femme enceinte va donc s'adresser à une collectivité territoriale, peu importe sa taille. Ça peut être une commune, petite ou grande, ça peut être une communauté de communes ou une métropole. Et donc, quelles sont les responsabilités de cette collectivité? Bah, tout bêtement, c'est au départ de faire la réception des pièces de justification, c'est-à-dire un certificat de grossesse, une ordonnance verte, une attestation de procréation médicalement assistée. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a des points d'interrogation qui se promènent, parce que en fait, c'est basique, je veux dire, il n'y a pas de discussion là-dessus. Euh, Il y a une vérification du domicile. Vous pouvez également enlever le point d'interrogation, puisque forcément, une collectivité, si la Comcom X a engagé un budget, eh bien, elle va effectivement le limiter aux femmes enceintes qui habitent sur son territoire. C'est assez logique. Et puis, là, on peut garder le point d'interrogation. Il y a les pièces nécessaires à établir le quotient familial. J'y reviendrai tout à l'heure. Certaines collectivités choisissent la gratuité du dispositif du début jusqu'à la fin, et d'autres collectivités choisissent une prise en compte du quotient familial, parfois sous la forme d'une durée solidaire, comme à Strasbourg. C'est-à-dire que selon le quotient familial, on a droit à un panier de légumes pendant 2 mois, 4 mois ou 7 mois. Donc, il faut réceptionner toutes ces pièces justificatives. Il faut, alors, soit sur un site internet dédié, soit directement en mairie, hein, dans des petites communes. Il faut inscrire les femmes et leurs compagnons. Enfin, en principe, c'est les femmes qu'on inscrit, mais bien entendu, les ateliers sont ouverts aux couples et vivement encouragés pour que l'ensemble du couple vienne. Donc, aux 2 ateliers et au point de distribution.
Donc, comme j'avais commencé à le dire, parfois c'est un site internet, Strasbourg par exemple, c'est comme ça. Mais ils ont rejoint une permanence téléphonique parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec l'inscription sur un site internet. Dans des petites communes, l'inscription se fait parfois directement en mairie, c'est-à-dire sans passer par aucune des deux ressources précédentes. Il faut assurer également le suivi de la prise en charge, c'est-à-dire savoir si les personnes sont toujours dans le dispositif, si effectivement elles ont participé aux ateliers, enfin, si les préconisations, c'est pas tellement ont été suivies, mais si elles ont été remplies, quoi. C'est-à-dire est-ce qu'elles ont pu avoir accès aux ateliers, est-ce que mise à disposition des paniers se passe bien, etc. Et il faut assurer un partenariat avec les professionnels de santé du territoire. Alors, la PMI, la Caisse primaire d'assurance maladie, la Caisse d'allocation familiale, pour faire connaître le dispositif. Ça, c'est des exemples qui sont remontés par. Alors, la mémoire me fait défaut un peu ce soir-là. Je ne sais plus dans quel territoire, mais il y a une caisse d'allocation familiale. En tout cas, je vous le cite parce que peu importe où c'est après tout, ce qu'il faut juste retenir, c'est le principe. Il y a une caisse d'allocation familiale qui, en fait, qui reçoit les déclarations de grossesse et qui, par retour de courrier, informe systématiquement sur l'ordonnance verte sur le territoire. Donc, il faut savoir le demander parce que ça s'est déjà fait. Certaines caisses primaires d'assurance maladie le font également. Euh, et donc, la collectivité, elle doit également assurer, pardon, la coordination et l'évaluation de l'ensemble du processus. Donc, inscription en atelier nesting, inscription en atelier alimentation et inscription pour la production et la distribution des paniers. Alors, tu peux faire apparaître la colonne de droite qui va nous faire apparaître des acteurs, normalement. Voilà. Les acteurs, bah, en règle générale, pompeusement, il y a un comité de pilotage, mais bon, ça dépend encore une fois de la taille de la commune, qui rassemble des élus, les partenaires, dont les partenaires institutionnels, et le groupement d'agriculteurs bio. Et il y a un comité, alors ça c'est en général c'est quelque chose qui se réunit pas très souvent, hein, c'est une fois par an, ou une ou deux fois par an, mais par contre il y a un comité technique qui se réunit de l'ordre d'une fois par mois et qui a pour but de gérer tous les problèmes qui ne manquent pas de naître entre les différents pôles, le pôle atelier, le pôle production, le pôle distribution des paniers et l'inscription en mairie. Voilà. Et donc, les acteurs, donc, dans le COPIL, ce sont des élus. Comité technique, c'est plutôt du personnel dédié de la collectivité. Pour les ateliers, la charge de travail, ça va être d'animer les ateliers comme ça vous a été expliqué. Ça peut être aussi des entretiens individuels. Il ne faut pas oublier que le processus, il ne s'adresse pas qu'aux grandes villes, il s'adresse également à des Comcom en milieu rural. Et parfois, il y a des communes où il y a 3 naissances par an. Donc, on va pas on va pas conseiller à ces femmes-là d'aller à un atelier qui a 30 bornes. Ça serait peut-être pas très intelligent. Donc là, il faut travailler avec d'autres professionnels de santé pour, euh, pour faire passer l'information. Bien sûr, il faut assurer l'émargement, puisque classiquement, c'est la participation au premier atelier nesting qui déclenche la livraison des paniers. Et il faut également réaliser le suivi des bénéficiaires, ne serait-ce que pour rappeler des gens qui auraient pu oublier de passer chercher leur panier ou pas pu venir le chercher ou, décaler des moments de réception. Alors tout ça se fait dans les grandes villes par appel d'offres. C'est souvent des associations que vous avez citées comme le WECF ou l'association FEE qui peuvent répondre pour organiser ces ateliers. Mais de plus en plus, et c'est l'expérience de Nantes et dans ce cas-là, ce sont des sages-femmes hospitalières qui ont déjà démarré ces expériences depuis plusieurs années. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, il y a des groupes de sages-femmes qui ont démarré il y a déjà au moins jusqu'à 4-5 ans et qui assurent ces ateliers nesting et qui par contre avaient pas le relais alimentation et qui sont extrêmement demandeuses là-dessus. Et puis parfois, c'est aussi des professionnels de santé formés au sein de CPTS ou de maisons de santé. En Charente, il me semble que c'est beaucoup comme ça. Tu peux passer à la suite. Oui, juste quelque chose, enfin, je voudrais appuyer quelque chose que tu as déjà dit. Là, tu as présenté le fonctionnement si c'est la collectivité qui porte le dispositif, parce qu'aujourd'hui, l'objectif de la visio, c'était de montrer quelles étaient les responsabilités pour les collectivités, mais c'est tout à fait possible, là, pour à peu près chacune des étapes dont a parlé Pierre-Michel,
de déléguer le fonctionnement à un tiers. Donc pour les ateliers, comme le disait Pierre-Michel, ça peut être délégué à des associations, du personnel d'hôpitaux. Et pour la partie gestion administrative, souvent il y a quand même quelqu'un, un salarié des communes ou des EPCI qui est en gestion, mais c'est aussi quelque chose qui peut être délégué, par exemple au groupement de producteurs ou à une association tiers. On va le voir dans la partie financement. Mais effectivement, la collectivité s'occupe du grand pavé bleu, mais pas forcément, mais pas des ateliers. Elle s'occupe pas du contenu ni de l'organisation des ateliers classiquement. Elle se met en rapport, elle inscrit les gens et c'est tout. Ouais, merci. Euh, donc il faut la suivante, parce que là c'est en fait la précédente que j'ai un peu tassée dans le coin gauche. Et donc vous allez avoir apparaître, voilà, une colonne à droite. Donc en face de tout ça, il faut des financements. Donc, comme vient de le dire Camille, pour la partie qui se passe à ce stade-là au niveau de la collectivité, c'est essentiellement du temps de personnel. Mais il peut y avoir, je rappelle les trois missions, hein, gestion, information du public et coordination. Pour l'information du public, il peut y avoir mise à disposition de moyens, notamment par la CAF et la caisse primaire. Je l'ai détaillé tout à l'heure, j'y reviens pas. Mais c'est vachement important puisque si les gens ne sont pas au courant, c'est sûr que le dispositif va en prendre un petit coup dans l'aile. Euh, Ensuite, sur la partie atelier en particulier, il y a des cofinancements possibles. Alors, quand je dis il y a des cofinancements possibles, ça veut dire qu'il y a en France, actuellement, dans les expériences menées, que vous pouvez trouver sur notre site, Alerte médecin pesticide, vous cliquez en haut à gauche, il y a marqué ordonnance verte, et là, vous arrivez sur une petite page de baratin dans lequel il y a un lien pour avoir la carte des projets en cours. Et si vous trouvez un projet près de chez vous ou un projet qui vous intéresse quelque part, là, vous allez avoir un référent à qui vous pouvez demander des explications justement de cet ordre. Donc, les cofinancements possibles, ça peut être la caisse primaire, ça peut être l'ARS, ça a déjà été fait, ça peut être des mutuelles, ça peut être la CAF et ça peut être le contrat local de santé. Je crois Hop. que là-dedans, je crois que c'est possible aussi. Et il y a eu des partenariats, c'est-à-dire, il n'y a pas de cofinancement, mais il y a mise à disposition de personnel, et ça revient exactement au même pour une collectivité. C'est-à-dire que, par exemple, nous à Limoges, on leur offre un projet dans lequel ils n'auront pas un sou à donner pour les ateliers, puisque l'hôpital, le centre hospitalier est tout à fait d'accord, et j'imagine que c'est le cas de Nantes aussi, pour que les sages-femmes qui ont déjà initié les ateliers, eh bien, les tiennent également hors les murs, c'est-à-dire aillent dans des quartiers où ça va être un peu plus difficile de venir à l'hôpital, ou bien en dehors de la ville. Donc ça peut être aussi des infirmières azalées. Des infirmières azalées, il n'y en a malheureusement pas dans tous les départements. Ce sont des infirmières de santé publique qui ont dans leur mission la prévention et qui sont souvent formées pour ça. Pas toujours, mais dans ce cas-là, elles sont souvent demandeuses. Voilà. Ça peut être aussi des infirmières spécialisées et des diététiciennes. Alors, le coût estimé est de 250 euros par atelier. On a trouvé ça à partir d'un... Alors là, j'ai pris volontiers un devis qui avait été fait par une petite commune de l'Isère et qui avait l'avantage d'être précis grâce à une collègue de l'Isère qui bossait là-dessus. Et donc, on a un coût de 250 euros pour un atelier d'une douzaine de personnes. Je ne crois pas que ça monte beaucoup s'il y a 15 personnes, hein. Il y a jamais, voilà, c'est autour de ça la fréquentation. Donc, à ce stade, il faut savoir que il y a déjà ce coût-là. Il y a un coût de 250 euros par atelier qui peut être réduit à zéro s'il y a un partenariat, par exemple, avec le centre hospitalier local ou un double partenariat, par exemple avec le centre hospitalier pour ce qui va se faire à l'hôpital et une mutuelle ou des maisons de santé pluridisciplinaires pour aller faire du cousu humain sur le territoire d'une Comcom, par exemple. Tout le monde ne va pas forcément venir à l'hôpital. Voilà. On peut passer Oui. à la diapo suivante, qui Juste, maintenant... il y avait une remarque dans le chat qui disait que les PAT, les projets alimentaires du territoire, n'étaient pas cités, mais au même Non, titre pas que ce les stade. contrats locaux de santé, ils peuvent être des sources de financement pour ces dispositifs. Oui, alors j'ai cité dans la phase d'après. Euh, mais peut-être qu'effectivement, voilà. Alors, avant de passer à la phase d'après, qui est donc le travail avec les groupements d'agriculteurs bio, il y a un certain nombre de choix politiques à faire pour la collectivité. C'est d'abord le prix du panier. Alors, on va donner l'exemple en Charente, que je connais un peu mieux, puisque c'est pas très loin de chez moi.
Il y a ce choix du prix du panier, il y a le choix de faire une prise en charge selon quotient familial ou non, comme j'ai expliqué tout à l'heure. À Strasbourg, qui a fait une année gratuité totale, ils ont étendu maintenant le dispositif à 1500 femmes, mais que revenus les plus élevés, 4 mois pour ceux qui ont des revenus intermédiaires et ça doit faire 7 après pour les autres. Il y a le nombre de femmes concernées. Alors vous me direz, mais c'est pas très logique puisque en fait on s'adresse à toutes les femmes de territoire. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut avoir en tête. D'abord, c'est pas parce qu'on s'adresse à toutes les femmes d'un territoire qu'elles vont toutes venir. Grosso modo, sur une campagne de santé publique, on peut la première année viser 50% des femmes. Si on atteint ce but, si on atteint ces 50%, ça sera on battra le record de France. Ça n'est jamais arrivé. Donc en règle générale, 30-40% des femmes, enfin des femmes, c'est pas que des femmes, pardon, des publics qui sont concernés par une action de santé publique se mobilisent d'emblée, pour plein de raisons, hein. Donc, il faut savoir déjà que donc la cible, s'il y a 1500 femmes qui accouchent dans votre commune, bah, la cible à la moitié, ça suffira. Et certaines communes réduisent même ce nombre pour diminuer les coûts ou pour mettre en place le processus progressivement. Par exemple, au CHU de Limoges, là, s'il y avait un accord et s'il y avait un vote, ce qui n'est toujours pas fait, il concernerait uniquement les primipares, avec comme idée que c'est plus facile de lancer tout ça pour des primipares, pour des raisons qui ont déjà été développées par Stéphanie tout à l'heure, et que euh, dans un deuxième temps, évidemment, ça s'adresserait à l'ensemble de la population. Donc c'est le nombre de femmes concernées, s'il est réduit, c'est bien pour une première marche, c'est pas pour réduire la cible. Et puis il y a un autre élément que j'ai pas mis dans les choix politiques en amont, et j'espère que c'est pas un lapsus révélateur, sinon je suis mal, c'est que il y a une volonté de s'adresser, enfin selon la charte que nous on promeut, il y a une volonté de s'adresser à l'ensemble des femmes d'un territoire avec une attention particulière aux publics qui ont des difficultés d'accès aux soins. Alors pourquoi je me répands là-dessus? Parce qu'il y a eu il y a plusieurs expériences, et notamment à Limoges où moi j'essaye d'intervenir pour promouvoir un tarif d'adhésion pour imposer une adhésion des femmes concernées au processus. Euh, et l'adhésion, par exemple, je crois que pour Angoulême, l'adhésion était pas mince, c'était de 20 euros pour l'ensemble du processus. Nous, ça nous paraît complètement contradictoire avec l'objectif de concerner l'ensemble des femmes d'un territoire des publics qui sont très éloignés de l'agriculture bio et qui sont très éloignés de l'accès aux soins. Donc, enfin bon, après nous, c'est effectivement un choix politique, ça relève d'un choix politique. On n'a pas coutume de masquer ceux qui nous plaisent moins que les autres, donc je le dis très volontiers. Mais voilà, c'est un choix politique qu'il faut que je rajoute dans la présentation. Une fois que ce choix politique est fait, donc le contact avec le groupement d'agriculture bio consiste à leur dire, voilà, pour les tâches de gestion que vous allez avoir à faire, qui sont multiples, hein, c'est le contact avec les bénéficiaires. En fait, les bénéficiaires vont s'inscrire sur le site ou par téléphone auprès du groupement d'agriculteurs, mais de temps en temps, on va intervenir pour un report de panier, il va falloir faire les émargements et proposer des lieux de distribution, faire choisir et récupérer les paniers non distribués. Il faut également réaliser la mise en panier. Alors, ça paraît obligatoire, enfin, ça paraît évident, mais pas forcément. Dans certains endroits, quand on travaille avec des réseaux organisés, par exemple, pour la livraison aux cantines, eh bien, par exemple, chez nous, il y avait pas de, il y avait, le réseau n'avait pas la compétence pour la mise en panier. Donc, on a fait un accord avec les jardins de cocagne, qui font ça très bien depuis des années, et qui sont également et qui sont dans le coup. Et bref, il faut prévoir cette mise en panier. Ensuite, il faut prévoir la livraison, idéalement sur des marchés, c'est-à-dire ne pas doubler, si on peut, ne pas créer de nouveaux lieux de livraison, parce que sinon, il va falloir les animer, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui soit sur place pendant 3 heures, et donc il va falloir le payer. Donc, si on peut utiliser des marchés, si on peut utiliser les AMAP, les CCAS, les épiceries sociales et solidaires, enfin bref, il y a plein d'idées, il y a plein de choses qui sont déjà utilisées. Et de temps en temps, ce sont des lieux dédiés avec paiement de personnel dédié.
Et ensuite, il faut, bien sûr, pour tout ça, produire. Donc, je vous donne l'exemple qui est à côté. En Charente, le coût de gestion est estimé à 3 euros par panier. C'est un coût qu'on a repris également en Limousin. J'ai donné deux exemples pour la Charente. Le Grand Angoulême, où c'est un coût de 20 euros concernant la production. Et à Cognac, au contraire, ce sont des paniers d'une valeur de 16 euros. Donc, la collectivité fait un choix qui correspond à ses possibilités budgétaires. Et en face, les groupements vont mettre, eh bien, vont mettre en face un certain nombre de produits qui sont variables évidemment au fil de l'année, mais ils peuvent en général donner un aperçu de tout ça assez facilement. Et je veux bien qu'on passe à la suivante pour passer au financement, et c'est là qu'on va reparler des PAT. Donc les financements, on aurait dû le mettre en rouge clignotant. Le premier financement, c'est la collectivité, il ne faut pas se leurrer. Actuellement en France, euh, il y a des cofinancements et il n'y a qu'un seul exemple où un de ces cofinancements a absorbé 70%, je crois, ou 80% du budget. C'est la MSA et j'ai déjà oublié dans quel coin c'était. Pourtant, c'est très récent, mais bon, peu importe. Euh, Partout ailleurs, c'est la collectivité qui soit se lance d'emblée et qui cherche ses cofinancements parce que c'est un peu compliqué d'un point de vue administratif. Par exemple, pour faire des dossiers compliqués avec la caisse primaire d'assurance maladie, le Grand Angoulême n'a obtenu qu'un cofinancement de 5% par la caisse primaire. Donc, des fois, ce n'est pas ce qui est privilégié. Mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'organismes qui sont faits pour. Il y a la DRAF, d'abord, au niveau régional. Il y a les contrats locaux de santé, dont on a parlé tout à l'heure, qui peuvent activer ou qui peuvent marcher avec des plans alimentaires territoriaux. Le Grand Angoulême, par exemple, mobilise des finances comme ça. La caisse d'allocation familiale, il y a un point d'interrogation parce que c'est futuriste, visiblement. Le conseil départemental, c'est également futuriste. Ça a failli arriver en Charente. Il y avait un vote du conseil départemental pour un soutien par femme et par panier. Et je crois qu'il y a eu un bug au sein de la majorité. Et actuellement, je ne sais pas où ça en est. Donc voilà, en fait, retenir que les PAT, c'est que ça va être quand même si on veut agir au niveau des cofinancements, c'est au niveau des PAT qu'il faut que ça paraît le plus solide. Pardon. Merci Pierre-Michel. Je disais, il y a déjà eu des questions dans le chat pendant la présentation. Il y a eu quelques éléments de réponse. S'il y a d'autres questions, c'est le moment. Oui, du coup, peut-être ajouter quelques petites précisions. Ça peut sembler comme ça quand on nous l'explique comme le dispositif des ordonnances vertes comme une usine à gaz, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire, ça dépend comment on veut mettre en place les choses. Comme ça a été dit, c'est avant tout un choix politique. Il n'y a pas de cadre qui nous oblige à faire d'une façon ou d'une autre. On peut être une petite collectivité et travailler avec une AMAP, avec un magasin de producteurs, etc. Donc c'est quelque chose qui est important de comprendre, c'est que c'est pas une usine à gaz, il n'y a rien qui nous impose un cadre, mais par contre, on peut avoir une volonté politique de faire. Et ça, c'est extrêmement important, parce que cette volonté-là, en fait, elle nous permet de monter en puissance. On peut très bien commencer avec un dispositif qui n'est pas un dispositif extrêmement ambitieux, et puis fédérer autour et monter en puissance et atteindre totalement nos objectifs en quelques années. Ça peut paraître aussi une usine à gaz, mais on peut aussi très bien, s'il y a plusieurs élus, plusieurs communes volontaires, s'associer s'associer et ce qui va nous permettre d'atteindre plus facilement des objectifs, de mutualiser et de dynamiser. Là, je parle avec ma Bien. casquette d'élu à Saint-Marc-de-Couté, où on est signataire de la charte ville et territoire sans perturbateurs endocriniens. On l'a signé avec la commune de Majcoulsa même, de Corcoué, et finalement on a mutualisé les coûts et ça nous permet de monter les opérations. Donc il faut bien avoir ça en tête que c'est un engagement politique qui permet d'avoir un haut rendement sanitaire et social, un rendement qui va être duplicable. C'est mesurable et surtout, ça nous permet de porter une transformation et d'atteindre un public qui n'est pas sensibilisé à l'effet de l'alimentation sur la santé. On a du mal à mobiliser et pendant la période de grossesse, c'est une période où on arrive à atteindre
à sensibiliser, à parler aux personnes qui n'étaient pas forcément dans ces dispositions-là. Donc ça, c'est un point qui est essentiel à avoir en tête, c'est que réellement, c'est porteur de transformation, c'est ce qu'a montré Strasbourg. Strasbourg, ils ont montré que 90% des femmes qui sont rentrées dans ce dispositif, après avoir utilisé ce dispositif, continuent à utiliser une alimentation qui va être bio. 90% des femmes, visiblement, se mettaient à faire de la cuisine et n'allaient pas acheter une alimentation ultra transformée pour les enfants. La plupart des femmes qui ont utilisé ce dispositif ont aussi témoigné d'un allègement de la charge mentale pendant la grossesse, parce qu'elles avaient accès à des médecins, elles ont accès à des professionnels de la santé et qui leur donnent des vrais conseils dans lesquels elles ont confiance. Ça leur permet aussi de communiquer avec les femmes autour d'elles qui sont aussi dans un parcours de grossesse. Et ben mine de rien, ça aussi c'est un levier pour diminuer la charge mentale. Les femmes se connaissent, tissent déjà des liens même, avant même que les enfants soient nés, avant même d'aller à l'école. Et ça, c'est extrêmement porteur en termes de lien social par la suite. Donc, en fait, ces dispositifs d'ordonnance verte répondent à tout un tas d'enjeux de santé mentale, de santé tout court, de lien social, mais également d'enjeux économiques. Parce que ce que Strasbourg a montré, alors Strasbourg c'est une grosse collectivité, mais le dispositif leur a coûté 420 euros par femme. 420 euros. C'est le prix d'une échographie. C'est pas un coût, c'est un investissement. Alors certes, pour une petite collectivité, on peut avoir l'impression que c'est un coût, mais si finalement derrière, vous avez un impact fort en termes de santé, en termes de neurodéveloppement, si vous diminuez le nombre de cancers, eh bien c'est un gain sociétal, c'est un gain pour la commune. Moins vous avez des enfants dans la difficulté, moins vous avez de difficultés à gérer à l'école, sur l'espace de la cantine, etc. Donc finalement, c'est pas un coût, c'est réellement un investissement extrêmement porteur, duplicable et mesurable. Voilà, je voulais juste apporter ces précisions-là parce que c'est extrêmement important de comprendre que c'est pas si compliqué que ça à mettre en œuvre. On peut aller tout doucement et c'est efficace. Et réellement, si on s'en empare, eh bien, on va avoir un impact fort, rapide et immédiat sur la santé publique, sur l'économie locale, parce qu'on va soutenir une agriculture qui produit sans intrants chimiques, mais également sur l'environnement de façon globale, puisqu'on sait que quand vous avez une agriculture biologique sur un captage, eh bien, vous n'avez pas de problème de dépollution par la suite. Donc, c'est vraiment une approche, j'ai envie de dire, One Health, systémique, qui est hyper efficiente en termes d'investissement public. Merci, Mickaël. Peut-être qu'il y a une réaction de Sophie et Guizot. Non, c'était pour aborder un autre sujet, mais Allez-y. du coup, oui. Ok. C'était juste pour indiquer que sur la Loire-Atlantique et l'ensemble de la région Pays de Loire, l'ARS a financé les formations de professionnels pour les ateliers nesting notamment, nesting ou équivalent. On a de nombreux professionnels formés en milieu hospitalier, à la PMI aussi, en association, certaines personnes de collectivités aussi qui sont formées. En CPTS ou MSP, on a aussi des médecins et des professionnels de santé qui ont été formés. Donc, pas hésiter à se rapprocher de nous pour avoir les contacts si vous souhaitez engager ces programmes sur le territoire. En tout cas, voilà, l'ARS sur ce type de projet-là pourra s'engager à financer des ateliers santé-environnement, voire des ateliers nutrition ou alimentation. Ça sera à voir en fonction des projets. Eh bien, justement, j'allais en parler. Comment? Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Et du coup, transition. Est-ce que vous voyez mon écran? En rappel, du coup, pour résumer ce que Pierre-Michel a pu dire et ce que Mickaël Derangeon a souligné aussi, c'est que les responsabilités pour les collectivités dans ce genre de dispositif, c'est avant tout un choix politique fort en amont, de définir le dimensionnement du dispositif. Il y a aussi tout ce qui va être recrutement des prestataires, des partenaires, des cofinanceurs, avec la plupart du temps aussi un temps humain à dédier de la part de la collectivité pour le bon déroulement de ces ordonnances vertes et bien évidemment la partie vraiment financement budget. Comme le disait Madame de l'ARS 44, sur le territoire, il y a déjà des financeurs qui se sont positionnés comme l'ARS 44, mais aussi le conseil départemental. Et je laisse la main à ce sujet à Madame Gérardot-Moitié qui pourra nous en dire un peu plus. Bonsoir à toutes et à tous. C'est juste pour apporter un témoignage, pour le coup, pour une réflexion en cours au niveau du conseil départemental de Loire-Atlantique. Donc, vous le savez, le conseil départemental gère notamment, s'occupe des PMI qui ont été mentionnés justement par l'ARS.
qui déploie les ateliers nesting, donc de sensibilisation. On est aussi signataire de la charte ville et territoire sans perturbateurs endocriniens. Et donc, on voit comme un prolongement naturel et du fait d'avoir des professionnels de santé, puéricultrices, médecins, sages-femmes dans les PMI sur tout le territoire, de pouvoir développer les ordonnances vertes. Donc, on est en train d'y travailler avec un projet d'expérimentation qui pourrait être lancé en 2026, un projet en Nord-Loire, un projet en Sud-Loire, pour pouvoir mettre à disposition des paniers bio. Donc, les présentations de ce soir sont extrêmement intéressantes parce qu'elles viennent nourrir nos réflexions. On est en train de se poser des questions très concrètes sur la fréquence de distribution des paniers, oui ou non le quotient familial, le prix, l'organisation globale du projet. On se pose aussi la question, et ça a été dit, de la dimension partenariale et coopérative, notamment le fait de dire qu'on monterait ce projet systématiquement en partenariat avec l'intercommunalité et ou les communes, enfin à voir. Donc, c'est des questions qu'on est en train de se poser actuellement. Donc ça, tout ça, en ce moment, c'est des réflexions qu'on aimerait aussi mettre au pot commun, c'est-à-dire rendre compte des scénarios sur lesquels on aura travaillé, essayer de travailler aux côtés des collectivités du département qui sont intéressées pour lancer ces projets, et puis peut-être avoir des temps collectifs qui pourraient être organisés au département ou ailleurs pour faire du partage d'expériences, un peu comme ce soir, pour que ce soit des démarches qui s'inscrivent dans le temps. Donc, on est en train de définir dans notre budget 2026 une enveloppe pour ce projet-là. On est donc aussi très attentifs sur les financements possibles qui pourront nous permettre d'avoir une vision la plus ambitieuse possible. Je rejoins Michael quand il dit que l'important, c'est de démarrer, de ne pas se dire que c'est une usine à gaz, mais progressivement peut-être de monter en puissance. En tout cas, on est dans cet état d'esprit. Et puis, je voulais aussi dire qu'on voit ce projet d'ordonnance verte un peu aussi comme un symbole, parce que ça rejoint tout un projet, et vous voyez bien un peu la dimension à la fois très concrète et les résultats directs pour la santé qu'on peut obtenir, mais aussi ça permet de travailler sur le développement de filières pour l'agriculture biologique. Ça permet de sensibiliser toute une famille et le grand public sur l'importance de manger bio, sur les questions de santé-environnement. Et si on accompagne ces projets avec des ateliers, de la documentation, j'ai retenu par exemple le courrier de la CPAM qui peut être envoyé systématiquement après une inscription à une déclaration de grossesse. Je pense qu'on peut faire graviter autour de ce projet-là pas mal de sensibilisation et avoir un vrai effet de levier, parce qu'on le sait, là on parle de la santé des femmes enceintes, des enfants à naître, mais en fait, voilà, ça rejoint toute une problématique de santé globale, à la fois pour la santé humaine et aussi la santé des écosystèmes. Parce que derrière, quand on fait travailler l'agriculture biologique, c'est les sols, c'est la qualité de l'eau, et Michael, ici présent, est bien placé pour en parler. Donc, on voit un croisement, un intérêt pour plein de politiques publiques différentes, l'agriculture, la biodiversité, l'eau, la santé. Et on croit que ce projet a vraiment, est très, très symbolique aussi, au-delà de l'effet direct des femmes qui va toucher. Pour se donner un ordre d'idée, c'est 1200 femmes qui sont suivies dans les PMI du département. Et ce sont en général des femmes qui sont peut-être plus en situation de précarité et donc qui sont aussi une cible importante et qu'on souhaite toucher, parce que bien souvent, elles sont peut-être un peu plus éloignées de la consommation d'agriculture biologique, ou un petit peu moins informées, ou moins en lien avec moins suivies par les professionnels de santé. Dernier élément, c'était de dire que on réfléchit à un autre temps d'échange avec quelques collègues sur des témoignages d'élus. Je sais que Jean-Sébastien Guiton avait souhaité se connecter ce soir, mais il a une réunion à Orvault. Ça a été dit dans le chat, le projet a été développé à Orvault. Et donc, peut-être faire une suite aussi, notamment dans ce contexte des élections municipales à venir, où ça peut tout à fait nourrir des programmes pour les équipes municipales qui peuvent proposer les ordonnances vertes, tout comme la signature de la charte ville et territoire sans perturbateurs endocriniens, si ce n'est pas déjà fait. C'est des idées très concrètes à développer, et ça pourrait être intéressant d'avoir des retours d'expérience comme Strasbourg, Grand Angoulême, Orvault, Rennes ou autres qui ont pu mettre ça en place. En tout cas,
on est tout à fait disposé à partager cette ingénierie ou ces retours d'expérience de territoires qui ont déjà lancé ou du département dans le cheminement qu'il est en train de faire en espérant qu'on ait voilà, le plus de moyens possible et qu'on puisse travailler avec les communes et les intercos du territoire. Merci Chloé. Dans le chat, il était précisé qu'il fallait bien tenir compte de l'ARS, des autres organismes mutuels, fondations et aussi des associations environnementales, des AMAP, lors de toutes ces réflexions-là à l'échelle départementale. Et j'en profite pour dire aussi, comme Anne-Marie le disait en introduction, que nous, le GAP 44, on a actuellement des financements pour accompagner les collectivités qui souhaiteraient mettre en place des dispositifs d'ordonnance verte. Donc, il ne faut pas hésiter à l'issue de ce webinaire à revenir vers nous. On mettra toutes les coordonnées dans les informations qu'on vous enverra à l'issue de ce webinaire. Il est 20h33, on a à peu près tenu les délais. Anne-Marie, si tu veux dire un petit mot de clôture. Et puis, voilà. Moi, je voulais vous remercier à tous et puis remercier tous les intervenants. Et puis dire surtout qu'en fait, chaque territoire, chaque collectivité, chaque partie prenante de projet peut construire son dispositif ordonnance verte comme il lui va. Les ordonnances vertes, nous on a vu une maison de santé publique de Martigny-Ferchaud qui a lancé son propre dispositif. Une AMAP dans le Maine-et-Loire qui a lancé son dispositif. Alors après, ces instances vont chercher le soutien de la collectivité, mais je veux dire, ça peut partir en fait de plusieurs partenaires différents et plusieurs formules. Enfin, je crois qu'il faut vraiment adapter la formule à votre territoire et à ce que vous souhaitez faire. La gratuité du panier, c'est pas obligatoire, ça peut être en fonction du quotient familial. Il peut y avoir d'autres produits dans les paniers que les légumes. Enfin voilà, tout est ouvert en fait. Le principe, c'est juste de favoriser l'accès aux produits bio pour les femmes enceintes. C'est le principe de base. Après, voilà. Chaque collectivité, chaque partenaire fait comme il le souhaite. Voilà. Merci. Et ben, je vous remercie. Et puis, n'hésitez pas, oui, à contacter le GAM aussi si vous avez besoin d'informations complémentaires. Au revoir. Au revoir, merci. Bonne soirée.